tradition de dialogue. Nous avons certes des textes, il y a des procédures, il y a des méthodes de médiation, etc. Mais nous n'avons pas encore cette tradition. Quand je dis tradition, je compare par exemple avec l'Allemagne. L'Allemagne, en Allemagne, on parle de cogestion. C'est-à-dire que les syndicats participent au conseil d'administration de l'entreprise. On est Opel, par exemple, la maison Opel, j'ai vu ça, la maison Volkswagen. Quand vous entrez dans le conseil d'administration, vous avez des syndicalistes et qui lisent eux aussi le bilan. Et s'ils ne comprennent pas le bilan, ils ont le droit de faire appel à un expert comptable qui leur fait une analyse du bilan. J'ai vu ça aussi. Des experts comptables qui font une analyse du bilan pour les syndicalistes. Pourquoi tout ça? Parce que l'entreprise appartient à tout le monde. Juridiquement, elle appartient aux actionnaires, mais économiquement, elle appartient à tout le monde. C'est-à-dire que le salarié, c'est dans l'entreprise qui fait sa vie, c'est dans l'entreprise qui fait sa carrière, donc il est quelque part, lui aussi, propriétaire d'une manière morale, comme au Japon, par exemple. L'ouvrier sait que son fils va travailler dans cette entreprise. Donc il n'est pas propriétaire, mais il est là-dedans. Donc cette idée très importante, cette idée de dialogue social, et profitons de la présence de M. le ministre pour recommander qu'il y ait des séminaires, des formations, des colloques, etc., pour former aussi bien les syndicalistes que les DRH sur le dialogue social, parce que c'est un point faible que nous avons au Maroc. Et récemment, j'ai eu quelqu'un de l'usine de Renault-Tanger qui m'a dit les gens de Renault, certains, heureusement, pas tous, commencent à regretter d'être venus à Tanger. On commence. Pourquoi? Le problème du dialogue social. Donc ça veut dire que c'est quelque chose d'urgent. Le deuxième point, aussi, une perspective qui est liée au premier, c'est le problème du droit de grève. Nous avons le droit, au Maroc, nous avons le droit de faire la grève, mais nous n'avons pas le droit de grève. C'est-à-dire, par exemple, en matière de préavis, en matière de déroulement, en matière de salaire, en matière de est-ce que les gens qui ne font pas la grève, s'ils veulent travailler, etc. Les non-grévistes. Donc il y a toute une grève, c'est quand même un élément important dans une entreprise. Ça demande une organisation de part et d'autre. Il y a des règles de sécurité. Par exemple, il y a des entreprises qui travaillent avec ce qu'on appelle le flux continu. Par exemple, le sucre. Ce qu'on appelle le flux continu. Vous faites fondre la mélasse, et donc c'est à l'état visqueux, à une certaine température. Ce sont des tonnes et des tonnes. Vous savez que le sucre, tout le sucre du Maroc est produit en un mois. C'est la campagne. Donc en un mois, il faut produire tous les besoins du pays. Donc, s'il y a une grève, tout ce qu'il y a dans l'usine, tout le flux, tout cet encours de production il faudra le jeter. Donc tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est chimique, etc. Donc tout ça, ça se prépare. Donc c'est une notion, à mon avis, qu'il faudra travailler, et c'est important. C'est important parce que c'est une culture et on ne peut pas la changer rapidement. Alors je voudrais aussi développer, comme je vous ai dit, comme on est dans l'université, pour apporter des idées nouvelles, on n'a pas justifié notre présence. Donc une notion qui commence à être utilisée au Maroc. On a eu des séminaires d'ailleurs avec le ministère de l'Emploi sur ce thème, sur une notion qu'on appelle la flexi-sécurité. Certains l'appellent flexi-sécurité. C'est la flexi-sécurité. C'est un mot qui contient deux mots, flexibilité, sécurité. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est
un arrangement, si vous voulez, c'est une solution moyenne entre la rigidité et la flexibilité totale. C'est la flexi-sécurité, et c'est une notion qui est en train de faire son chemin dans beaucoup de pays. Et au Maroc, par exemple, comme a dit M. le ministre, l'indemnité de perte d'emploi est une mesure de flexi-sécurité. C'est-à-dire, il faut penser à l'entreprise qui ne peut plus supporter certaines charges, mais il faut aussi penser aux salariés qui perdent son emploi. Ça, c'est très important. Il faut penser également dans la flexi-sécurité à l'insertion des jeunes. C'est pour ça que je recommande aussi que pour le prochain code du travail, qu'on réfléchisse à faire un vrai code du travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça aussi, c'est un vrai code du travail. Mais un vrai code du travail, comme on a fait pour les impôts. On a fait le code général des impôts. C'est-à-dire qu'on a rassemblé tous les textes qui touchent les impôts dans le code des impôts. Ici, le code du travail, c'est une partie des relations du travail. C'est ce qu'on appelle les relations individuelles entre l'employeur et l'employé. Donc, c'est le recrutement, le licenciement, les heures supplémentaires, etc., la retraite. C'est ce qu'on appelle les relations individuelles. Il y a le volet relations collectives, qui est très important. Il y a d'autres volets qui touchent le travail. Il y a l'insertion des jeunes, justement. Tout ce qui touche l'insertion. Et tous ces textes qui existent, on ne va pas les refaire, ils existent déjà, mais c'est tous ces textes qui, une fois rassemblés, donneront le code du travail. C'est l'ensemble des dispositions qui touchent le code du travail. Et l'insertion des jeunes est un sujet très important qu'il faut continuer à suivre parce qu'il faut faire des évaluations, il faut tout le temps améliorer le dispositif. Donc, il y a également certains aspects sur la non-discrimination. Ça aussi, c'est une idée qui est en train de faire son chemin. C'est la prospective, bien que le code en tient compte. La non-discrimination, il y a beaucoup de choses aussi qu'on peut améliorer au Maroc en matière de non-discrimination. Il y a la santé-sécurité également. Là aussi, il y a encore beaucoup de choses à faire dans cette matière de santé-sécurité au travail. Et là aussi, il y a des textes à remettre à jour. Monsieur le ministre a parlé des médecins du travail. Donc, il y a des travaux pénibles, il y a des travaux dangereux. Et il y a également des notions encore plus avant-gardistes qui peut-être devraient commencer à rentrer timidement dans la législation. Je pense à la responsabilité sociale de l'entreprise. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la responsabilité sociale de l'entreprise n'est pas obligatoire, mais comme elle commence à se développer, je pense que petit à petit, il faudrait chercher les dispositions dans cette responsabilité sociale qui peuvent rentrer dans le... Alors, pour terminer, je voudrais signaler que nous travaillons avec le ministère de l'Emploi sur un grand chantier qui s'appelle la conformité sociale. Le projet de conformité sociale, ça s'appelle comme ça. C'est un programme avec des organismes internationaux. Et dans ce domaine, donc, la CGM, nous avons édité un petit guide que nous avons appelé le guide de la conformité sociale. J'ai eu moi-même l'honneur de participer. Alors, ce guide, pourquoi on l'a appelé guide? C'est parce qu'il se présente sous forme de questions. C'est-à-dire, nous avons remarqué qu'il y a des employeurs qui ne connaissent pas suffisamment bien le code, connaissent les grandes lignes. On dit toujours que le patron ne doit pas connaître les détails, mais parfois il faut quand même connaître
bien dans les détails. J'ai bien fait dans les détails. Donc, on a fait ce guide sous forme de questions. C'est-à-dire, par exemple, quels sont les différents types de contrats de travail? Parce que l'employeur raisonne par question. Tu dois recruter quels sont les contrats destinés à favoriser l'insertion professionnelle. Donc, on parle d'une question, et bien sûr, la réponse est conforme à la législation, puisque ce qu'on cherche, c'est la conformité sociale, parce que, notamment les PME, il y a beaucoup de chefs de PME qui ne connaissent pas suffisamment la législation, qui ne connaissent pas. Alors, il y a un chapitre aussi sur la formation du personnel. Quelles sont les procédures afférentes à la formation du personnel, par exemple. Les chefs d'entreprise, ils peuvent faire rembourser la formation à 80%. C'est quand même une aubaine. On est le pays qui rembourse le plus la formation. Et pourtant, cette modalité n'est même pas utilisée peut-être à 10 ou 15%. Voilà, donc je donne un petit exemplaire à Monsieur le ministre et j'ai apporté 10 exemplaires, je les donne à Monsieur le doyen. Voilà, pour l'université. Et je vous remercie.